Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde santé. Merci d'être présents pour cette table ronde. Je suis Michaela Feldstein, analyste Tech and Data chez Natixis, et je vais co-animer cette table ronde santé avec Isabelle Decrumeau à côté de moi, qui est présidente du directoire de SevenShares, et Antoine Ganancia, qui est associé chez Clipperton. Nous accueillons autour de cette table ronde Madame Laurence Contarasius, qui est directrice générale pour la zone France, Belgique, Luxembourg, Afrique francophone pour General Electric Healthcare. Madame Odile Allard, vous êtes PDG et cofondatrice de Fluoptics. Monsieur Alain Pluquet, vous êtes vice-président Innovation Technologie à l'Institut Mérieux. Et monsieur Cédric Moreau, vous êtes partenaire à Sophie Nova. Voilà, je crois que j'ai tout bon. Alors, avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit état des lieux de la filière santé, surtout regarder les défis auxquels cette filière santé est confrontée. Alors, la plupart des pays développés, font face à un vieillissement de la population, avec une part des plus de 65 ans qui augmente et qui va continuer d'augmenter au cours des prochaines décennies. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, des projections Eurostat entre 2019 et 2100, et surtout une part de la population des plus de 80 ans qui augmente. Ce vieillissement de la population s'accompagne, c'est cette population senior, est susceptible de développer des pathologies chroniques multiples, notamment des maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. D'autre part, on constate sur toutes les classes d'âge une augmentation des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension, l'asthme. On voit sur le graphique que je vous ai mis que le nombre de diabétiques a doublé dans l'Union européenne à 27 entre 2000 et 2019. Et ces maladies chroniques affectent fortement la qualité de vie des patients, nécessitent une prise en charge spécifique et des soins réguliers. Alors, parallèlement à cette hausse de la demande de soins, on a des dépenses de santé qui augmentent et qui représentent une part importante du PIB. Là, c'est pour les pays de l'Union européenne, avec une moyenne des pays de l'Union européenne à 27 à 8,3% du PIB pour les dépenses de santé. Donc, ces maladies chroniques... Pardon, je me perds. Donc, face à cette hausse de la demande de soins, comme je disais, les dépenses de santé ne cessent d'augmenter. Puis la filière santé souffre également, comme nous l'a douloureusement rappelé le Covid, d'un manque de capacité hospitalière, donc d'un manque de lits, d'un manque de personnel soignant. Donc, il apparaît ainsi nécessaire de maîtriser ces dépenses de santé, tout en évitant une nouvelle dégradation de l'offre de soins. C'est là que l'innovation technologique donne une partie de la solution, puisqu'elle permet une modernisation et une meilleure efficacité de la filière santé. La crise sanitaire nous l'a d'ailleurs montré en mettant en exergue le potentiel des technologies pour améliorer l'accès aux soins, notamment avec l'essor des téléconsultations, le suivi à distance de patients atteints de Covid ou non, et a permis également des avancées dans la recherche. On a vu qu'on avait pu créer deux vaccins contre le coronavirus avec cette technologie d'ARN messager. Et puis surtout, l'innovation technologique prépare la médecine de demain, une médecine plus précise, une médecine davantage axée sur le préventif que sur le curatif, une médecine personnalisée où le patient joue un rôle actif. Donc, dans cette table ronde, vous l'avez compris, nous allons parler d'innovation technologique, comment cette innovation naît. Elle est souvent le fruit d'une collaboration entre différentes disciplines. On va regarder aussi quelles sont les technologies les plus impactantes pour la filière santé et quels sont les défis auxquels sont confrontés les acteurs de la santé dans cette poursuite de l'innovation. Donc je vous propose sans plus tarder de commencer cette table ronde par une première question pour tous nos intervenants.
Donc, on entend souvent dire que la crise du Covid a entraîné une nette accélération de l'innovation dans la filière santé. Si oui, quels domaines en ont le plus bénéficié? Et sinon, est-ce qu'on peut plutôt dire qu'on a une situation un petit peu plus nuancée? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être honneur aux femmes. Alors, ayant écouté aussi notre table ronde, je crois qu'il y a un point commun à cette crise de Covid. Surtout, ça a été un accélérateur de changement. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. Et puis, on dit souvent qu'il n'y a pas d'innovation technologique sans innovation organisationnelle. Et je pense là, on a vu aussi que c'était fortement le cas. C'est-à-dire d'avoir les plus belles solutions techniques. Si on ne sait pas comment on les organise, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça a été vraiment un révélateur. Dans le changement, moi, c'est vraiment ce qu'on a vu au sein de nos équipes, mais aussi au sein des équipes soignantes, c'est que ça a été un formidable accélérateur du digital. On vit dans un monde quand même, que ce soit les docteurs ou que ce soit nos équipes, et certainement que ma consoeur pourra en parler, un peu traditionnel. Et on avait beaucoup de mal à amener le digital, comme on faisait de la télémaintenance, est-ce que c'était possible ? On vivait beaucoup dans un monde où nos équipes se déplaçaient. Et là, oui, on a vu qu'on pouvait maintenir des machines à distance, qu'on pouvait travailler différemment et que la vidéo permettait beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment un des premiers axes. Et puis le deuxième axe aussi qui a été très révélateur, c'était la collaboration. Vous en avez parlé. On est dans un pays où la collaboration, partenariat public-privé, c'est assez difficile. C'est presque un gros mot de temps en temps. Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé à développer ce type de collaboration. Et là, tout d'un coup, les collaborations, elles étaient évidentes. Je vais donner un exemple, on pourra revenir dessus. Par exemple, nous, on a été capable, en 15 jours, de mettre à disposition un scanner, en fait, on pourrait dire dans une sorte de box à l'extérieur, pour pouvoir traiter les patients Covid qui étaient les plus gravement touchés. Ça, c'était complètement inimaginable avant la période Covid. Et on pourra revenir dessus après sur ce qu'on a fait d'autre. Vous devancez un peu nos questions. Madame Odile-Allard, vous voulez répondre à cette pour question? notre part, nous n'avions pas de solution autour du soin du Covid. Par contre, effectivement, je suis totalement d'accord avec ma consoeur, c'est notre organisation interne qui a été bousculée, puisque nous commercialisons des solutions au bloc opératoire pour les chirurgiens. Comme on n'était pas sur le Covid, il était hors de question de nous déplacer à l'international sur ces sujets-là. Et pourtant, en tant que petite entreprise, c'était vital de garder la connexion avec nos clients, vital de continuer à trouver des prospects malgré la situation. Et donc, on a mis en place des e-masterclass avec nos leaders d'opinion qui ne continuaient plus à opérer parce qu'on n'est pas sur une indication liée au Covid, mais qui ont de la pratique et qui s'étaient filmés dans leur pratique. Et on a pu continuer à générer des prospects, je vais le dire avec le bon vocabulaire, sans pouvoir participer à des congrès, mais en réussissant à les inviter à participer à des e-masterclass faits par nos leaders d'opinion. Donc là aussi, on est dans la collaboration mise en place à cette occasion parce qu'elle n'existait pas auparavant. Monsieur Alain Pluquet. C'est pas très Covid safe le micro là. Oui. On fera une PCR. Je faisais la même remarque, on fera remonter. On est fasciné, ouais. Ouais, donc sur la question de l'innovation Covid, je pense qu'il y a une différence entre le grand public qui a peut-être perçu des innovations majeures et puis les gens du métier. Il n'y a pas eu d'innovation majeure pour le Covid. Sauf peut-être les vaccins, et encore, parce que les deux vaccins, vous savez que donc ça vient de travaux très anciens. Le papier de Mme Kaneko date de 2005. Et donc, comme disait Pasteur en 1854, la chance sourit aux esprits bien préparés, quoi. Donc, mais de même pour les tests de diagnostic, toutes les sociétés qui ont fait un bon chemin ont exploité des techniques existantes et même plus brevetables, faut être tout à fait. Alors bien sûr, il y a eu des coups de projecteur sur les petites sociétés françaises, par exemple, qualifiées comme très innovantes, mais les technos de base sont anciennes. D'accord. Ce qui a vraiment changé, je pense, que ce qu'il y a autour, et c'est vraiment fondamental pour le futur en termes d'investissement, c'est d'abord la perception, mais je pense que Cédric reviendra là-dessus, globale du grand public. La télémédecine, le télésoin, la téléexpertise a été complètement accélérée, et ça c'est un aller sans retour, et c'est très intéressant parce que ça va ouvrir la voie de toutes sortes d'activités industrielles. Il y a quelque chose aussi qui a beaucoup changé dans le domaine du diagnostic. Je pense que vous savez peut-être que jusqu'à une date très récente, quand vous avez un résultat de biologie médicale, quand vous allez au labo faire un test, en France, seul un médecin biologiste peut rendre le résultat, légalement parlant. Il y avait une exception qui était l'angine, qui est très peu utilisée. Ça a changé. Vous pouvez faire un test maintenant de sérologie
en EHPAD ou en pharmacie. Et ça, c'est très important pour décentraliser, pour ouvrir la voie à du self-testing, du home testing. Donc, industriellement parlant, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc, il y a des gens qui vont se bâtir là-dessus. Et puis, il y a une troisième chose qui est importante pour le futur. Bon, on parlera tout à l'heure de l'accès au marché, mais ça a quand même pas mal secoué les autorités réglementaires, ces histoires-là. Donc, et qui étaient un petit peu, disons, je ne veux pas dire assoupies, mais qui attendaient un peu le changement. Donc là, ça a vraiment poussé les gens à mettre sur la table des nouveaux modes de réglementation et peut-être de remboursement. En Allemagne, en France un petit peu, aux US. Et ça aussi, c'est bénéfique pour l'industrie. Ça permettra de déployer des services dans le futur qui seront à valeur ajoutée. Merci beaucoup. Et monsieur Cédric Moreau, votre avis ? Alors moi, sous un angle d'investisseur, on va dire que le gros phénomène d'accélérateur, ça a été le coup de projecteur sur ce secteur dont on a découvert qu'il était innovant, qu'il était impactant. Bon, nous, on était convaincus depuis un certain temps, mais c'est vrai qu'on souhaite tous la bonne année et la bonne santé. On a réalisé que c'était difficile d'avoir une bonne année sans une bonne santé. Et ça, je crois que finalement, comme le disait Alain, il y a une perception du secteur qui est maintenant beaucoup plus bienveillante. Et nous, ça se traduit aussi par des flux de capitaux plus importants, qui soient privés, pour des investisseurs privés qui veulent s'exposer ou se surexposer à la santé, et puis les financements publics qui sont venus aussi massivement s'investir et sur le long terme sur le secteur. Donc ça, c'est très favorable. Après, est-ce que ça a changé notre vie au quotidien ? Non. On a effectivement des cycles d'innovation qui, comme l'a dit Alain, sont faits vraiment sur le long terme. Nos ratios bénéfices-risques restent à peu près équivalents et similaires avant la crise et après. Et puis, on a eu aussi affaire à des défis. Parce que là, on parle d'accélération. Moi, je peux vous dire qu'un des sujets majeurs que j'ai traités dans mes sociétés, c'était l'arrêt des essais cliniques. Oui. Puisqu'il y avait un engorgement total des hôpitaux et on n'était plus en mesure de continuer à mener nos essais cliniques. Et la création de valeur des sociétés innovantes de biotech, ça se passe et ça se traduit quasiment uniquement par la capacité à générer des résultats cliniques. Donc, globalement, voilà un gros coup de projecteur, des financements, mais on va dire que ça m'a pas, moi, en tant qu'investisseur, tout à fait changé ma vie au quotidien ou ma façon d'appréhender le risque ou le bénéfice de ce secteur-là. D'accord, merci beaucoup. Cette première question était déjà très riche en informations. Merci. Alors, on va passer aux questions suivantes. Et une remarque toute personnelle. Je dois dire qu'après 18 mois de Teams confortablement installés dans les fauteuils, j'avais oublié qu'un des points sur lesquels les femmes et les hommes ne sont pas égaux dans le monde du travail, et où il y a une différence entre le pantalon et la jupe, c'est le tabouret de bar. Alors, pour enchaîner... Sans transition, donc une question pour Odile et Laurence sur la coopération entre vos entreprises, petites et grandes, avec les partenaires externes. Parce qu'on voit que dans les technologies de pointe, c'est indispensable de collaborer avec tous ceux qui font le parcours de soins, donc c'est-à-dire les médecins, les spécialistes, mais également les entrepreneurs et les ingénieurs en technologie, notamment dans la R&D. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cette collaboration en externe ? Alors, en termes de collaboration, et je suis sûre que ce sera pareil pour ma voisine, c'est que ça fait partie de notre ADN, parce qu'en fait, on ne peut pas faire de technologie sans collaboration, que ce soit bien évidemment avec les médecins, mais maintenant aussi avec les centres. Je crois qu'on a parlé des études cliniques, je rejoins vraiment votre point, ça a été le point le plus dramatique pendant cette crise. J'en profite aussi parce que j'ai oublié, ça me semble important. On a parlé beaucoup, en effet, de tout le corps médical pendant cette période du Covid. Il y avait aussi nos équipes qui étaient là et qui ont travaillé sans relâche. Et ça fait aussi partie de la collaboration, en fait. Alors, je pense que dans ce que j'ai envie de dire en termes de collaboration, je vais prendre les deux exemples, parce qu'au début, je parlais d'innovation technologique et d'innovation organisationnelle. Tout à l'heure, je vous ai parlé du scanner qu'on a été capable de mettre en 15 jours en place, à côté d'un hôpital, dans une sorte de grande boîte, en fait, pour prendre tous les patients qui étaient les plus gravement atteints. Là, je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus vite en termes d'innovation organisationnelle. On aurait pu augmenter notre capacité. Il n'y avait pas que l'armée
armée en fait qui était capable de faire ce genre de choses. On l'a vu à Mulhouse par exemple. Mais si on avait pris par exemple l'ensemble des équipementiers, on aurait pu aussi faire ça en travaillant davantage sur l'organisation et certainement éviter, je vais dire, de ce flux de patients qu'on n'arrivait pas à soigner dans les centres. Donc on a collaboré, mais on aurait pu encore plus collaborer. Il y a aussi un autre exemple, je pense qu'on en reparlera, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc ce qu'il a fallu, ça vous a pas échappé, ce virus, on avait quand même un peu de mal à l'identifier. Donc on a eu une collaboration avec par exemple Marie-Pierre Revel à Necker, où de façon extrêmement rapide, en fait, 20 médecins ont pris plus de 10 000 scanners qu'ils ont annotés pour faire que l'intelligence artificielle, justement, soit capable de reconnaître, en fait, si c'était des patients qui avaient le Covid, comment ils étaient, et donc de beaucoup mieux les soigner. Et là aussi, ça a été extrêmement rapide. Donc, c'est vraiment 2 exemples de collaboration. Je suis persuadée qu'il y en a d'autres, mais qui démontrent à quel point, en fait, on peut aller vite, on a besoin du corps médical, mais par contre, quand on dit collaboration technique, il y a forcément collaboration organisationnelle, de mon point de vue. Alors, notre histoire à nous va être forcément un peu différente puisque, effectivement, moi j'ai créé une start-up, donc ça veut dire qu'on démarre à zéro et tous nos produits sont issus au départ de brevets de la recherche française, puisqu'on exploite à l'origine des brevets du CEA Leti à Grenoble. Donc ça, c'est la base. Et à partir de là, avec nos propres équipes de R&D et de la collaboration avec le CEA, on a sorti un premier produit. Et cette partie-là, c'était vraiment de la collaboration de recherche pour réussir à mettre au point un produit. Et puis ensuite, il faut démontrer que ce produit a un sens clinique. Et là, on se tourne vers les cliniciens. Alors, dans le cas d'une start-up, c'est pas franco-français parce que c'est pas là que ça se passe, le déploiement sur le marché. Et donc, on se tourne auprès de cliniciens au niveau international. On cherche ce qu'on appelle les leaders d'opinion de leur domaine. Et on essaie de les séduire avec notre nouvelle technologie pour qu'ils acceptent de l'emprunter, parce qu'au début, personne n'achète, il faut être lucide là-dessus, qu'ils acceptent de l'emprunter pour faire des tests, faire des publications, donner de la donnée clinique. Et donc, c'est des collaborations permanentes. Ça, c'était pour le premier produit, il y a déjà bientôt une dizaine d'années. Et les autres produits, c'est tout le temps comme ça. On repart. Donc, c'est un cercle vertueux entre la société, les équipes de recherche des grands laboratoires français pour nous et les équipes cliniques au niveau international. C'est permanent et c'est un cercle vertueux. Ça ne marche que comme ça parce que même en start-up, on doit rester innovant dans notre gamme de produits à développer. Merci, Adil. Prochaine question pour Cédric. Vous êtes associé chez Sofinova, qui est un des plus gros fonds européens ou mondiaux dans le domaine de la santé. Vous êtes particulièrement bien placé pour suivre les évolutions et les innovations dans le domaine de la santé. Quelles sont les tendances majeures que vous avez pu observer au cours des dernières années ? Si on met de côté le Covid, et quel impact le Covid a-t-il eu sur ces innovations-là ? Alors là, c'était très très intéressant les slides qui ont montré des maladies qui se développent, les pathologies chroniques, celles du système nerveux central, telles qu'Alzheimer, Parkinson. En fait, je vais peut-être prendre un petit contre-pied et dire que finalement, c'est pas au niveau des indications thérapeutiques que je vois une évolution récente et l'innovation, ça va être au niveau de la production. Puisqu'en fait, aujourd'hui, les produits 2.0, 3.0, 4.0, peu importe, sont des produits d'origine du vivant. Vous avez dû entendre parler d'anticorps monoclonaux il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, on parle de produits de thérapie cellulaire, thérapie génique. Et donc, la matière première, c'est le vivant. Et donc, on est très éloigné de ce qu'on a entendu de la part de nos politiques sur l'aspect complètement stratégique de refaire du Doliprane ou de l'aspirine en France. C'est pas vraiment ça qui va nous faire évoluer demain. Demain, c'est comment on va réaliser et construire des capacités de bioproduction. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu notamment le comité stratégique de filière CSF ESTEC en décembre 2020 qui a lancé l'Alliance Bioproduction France pour prendre vraiment à bras-le-corps ce sujet, avec une ambition que la France devienne le leader européen de la bioproduction en 2030. Pourquoi pas, espérons-le. Mais ça montre bien qu'il y a une réflexion autour de ça. Et si vous voulez, ce que j'aime bien dire pour qu'on réalise ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le procédé qui est le produit.
Donc ça veut dire qu'un investisseur comme nous, ou comme C-Venture, avec Isabelle, c'est vraiment, on doit vraiment prendre en compte la difficulté, la complexité, le challenge, mais aussi la valeur à créer sur les aspects de bioproduction. Donc voilà, je pourrais mentionner évidemment plein d'exemples, mais je pense qu'il est intéressant de partager ce sujet-là et de ne pas réduire la santé, l'innovation, simplement un produit ou une boîte dans une pharmacie, mais bien démontrer qu'il y a des enjeux bien plus en amont et qu'on doit tous prendre en compte. Ils sont des enjeux stratégiques d'indépendance future. Je terminerai par ça. Ces produits de bioproduction, donc biologiques, c'est aujourd'hui 40% des produits approuvés. Donc vous voyez et ça sera plus de la majorité dans quelques années. Donc vous voyez l'importance que ça a d'être positionné et d'avoir des capacités sur son propre sol. Merci beaucoup. Pour la deuxième phase de cette table ronde, en fait, on voulait passer un peu de temps sur les quelques innovations majeures dans le domaine de la santé. La première question, on a envie de vous la poser à tous les quatre, c'est autour du digital que vous citiez, Laurence. Tout le monde parle du digital, il y a un vrai engouement du public sur les sujets digitaux tout le long de la chaîne de valeur de la santé. Comment peut-on faire pour que ça se traduise par des applications concrètes et utiles pour le patient à la fin? Pour changer honneur aux hommes, Alain Plouquet. Je suis flatté là. Donc pour le digital, c'est vrai qu'il y a vraiment un engouement, il y a eu beaucoup de prose, bref. Donc, je pense qu'on commence à descendre la fameuse courbe en cloche. Là, donc, voilà. L'autre jour, je lisais un rapport de la HAS. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. C'est les gens qui donnent un petit peu le là sur la partie approbation. Ils ont recensé quelque chose comme 300 000 applications en santé. Alors, au sens large, c'est aussi bien-être. 300 000 applications. Donc, c'est juste gigantesque, quoi. Le problème, c'est que ça débouche pas vraiment sur un bénéfice patient très, très visible, quoi. Un des problèmes de fond, c'est qu'on peut semer des graines comme ça, digitales, tant qu'on veut. Si le terreau sur lequel on sème n'est pas fertile, ça ne marchera pas. Et la bonne nouvelle en France, c'est que des gens comme, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il faut vraiment les citer, Dominique Pont et Laura Le Tourneau, se sont vraiment investis pour ce qu'on appelle la feuille de route Ma Santé 2022, pour faire le sale boulot, c'est-à-dire faire en sorte que l'interopérabilité, la sécurité soit possible dans le tissu français. Donc autrement dit, toutes ces applications digitales ne pourront passer à l'échelle que si le terreau qui est gouverné en fait par la puissance publique est organisé pour le faire. Sinon, ça sera une longue liste de petites applications sans vraiment d'impact à la fois économique et médical. Il y aura des exceptions, c'est sûr, mais majoritairement c'est ça. Ça, c'est mon sujet majeur. Vous voulez Moi, j'essaye quand même de caler vos questions dans mon environnement. Je n'ai pas une vue générale de tout ça. Nous, aujourd'hui, on voit apparaître le digital au-delà de nos softwares d'utilisation de nos produits, dans l'interconnexion des systèmes, mais du côté clinique et non pas du côté administratif. Les hôpitaux sont plutôt bien automatisés du côté dossier patient administratif. Mais par contre, il n'y avait pas le dossier patient clinique. Et il y a la mise en place de systèmes de cette nature où effectivement l'ensemble des examens qui seront passés par un patient, y compris jusqu'à sa chirurgie et tous les résultats, soient centralisés derrière un dossier, derrière un patient, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on sent ce mouvement-là. Donc le digital, de mon côté, je le vois à cet endroit-là dans l'hôpital. Alors moi, j'allais dire qu'il faut qu'on garde en tête qu'on parle beaucoup d'hôpital, mais la santé, c'est pas du tout que l'hôpital. Notre système de santé, il est basé sur un système qui date de la guerre, où on soignait les patients, alors que maintenant, il va falloir faire de la prévention. Et maintenant, dans un domaine où on a énormément de données. Donc, par exemple, nous qui faisons du diagnostic, entre autres avec nos machines, que ce soit les IRM, les scanners, les PET scans, il y a 97% des données qui ne sont pas utilisées. Il faut que vous ayez en tête qu'il y a encore pas mal de salles de réanimation, par exemple, où tout est fait à la main. Alors que grâce au digital, grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait évidemment sauver plus de vies, parce que prédire, et aussi organiser les équipes différemment. Parce que vous l'avez dit, le nerf de la guerre, évidemment, il y a les infrastructures, mais il y a l'humain. Et donc, comment est-ce qu'on trie les patients plus vite? Comment est-ce qu'on s'organise plus vite?
Donc pour moi, le digital, il est vraiment crucial. Évidemment, au sein de l'hôpital, comme vous le disiez, pour les interconnexions, que ce soit entre nos équipes, les équipes soignantes, toujours au profit des patients, mais au sens plus large aussi, dans l'environnement dans lequel on est, parce que la santé de demain, et il y a plein de discussions dessus, c'est pas l'hôpital, c'est qu'est-ce que sera l'hôpital? Où seront les patients? Comment ils seront pris en charge? Est-ce que le généraliste existera toujours? Est-ce qu'il y aura des spécialistes? Et ça passera par la donnée et notre capacité à échanger. Peut-être, Cédric, est-ce que vous voulez prendre la parole sur le sujet du digital ? Alors, je pense qu'on peut déjà faire une constatation, c'est que notre industrie de la santé, son ubérisation est quand même peut-être un peu plus compliquée que dans d'autres secteurs, parce que c'est un secteur qui est ultra réglementé, probablement le secteur le plus réglementé au monde, et puis qu'évidemment, le gros des payeurs des stakeholders, comme on dit, sont des États, des gouvernements, et que il faut donc aussi gérer les aspects médico-économiques. Une fois qu'on a dit ça, en tant qu'investisseur, nous, ce qu'on regarde, c'est notamment la capacité que le digital et l'intelligence artificielle peuvent avoir pour réduire les taux d'attrition. Je vous parlais tout à l'heure du risque-bénéfice. Globalement, un produit qui rentre en clinique, donc on a fait les tests chez les animaux, il rentre en clinique, il n'a que 5% de probabilité de succès d'arriver sur le marché. Ça, c'est aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut trouver la bonne biologie, les bonnes cibles, la bonne application thérapeutique, etc. Et donc le digital, l'intelligence artificielle peuvent permettre, et il y a des sociétés qui se spécialisent là-dessus, d'essayer de réduire les taux d'attrition, d'avoir les bons leads cliniques et donc de se tromper moins en amont. Donc voilà une application concrète dans une industrie qui coûte très cher. Si évidemment on baisse les taux d'attrition, on va améliorer la productivité et réduire les coûts globaux. Ensuite, au niveau des essais cliniques, il y a un terme un petit peu qu'on utilise, les stratifications de patients. Donc on est de plus en plus dans une médecine, ça a été dit aussi en introduction, personnalisée, ciblée. Et donc là aussi, on peut avoir ce qu'on appelle les CRO, donc les sociétés qui sont spécialisées dans la conduite des recherches cliniques apportent ces solutions pour, là aussi, sélectionner les bons patients dans les développements cliniques. Enfin, une fois qu'on est sur le marché, on peut avoir toute la gestion, ce qu'on appelle les phases 4, ou en tout cas de vigilance, de pharmacovigilance, de compliance, pour s'assurer qu'effectivement, le produit qui a été commercialisé, il est bien prescrit, et puis le patient le prend de la bonne manière et comme il se doit. Donc, on a du digital qui peut aller sur toute la chaîne de valeur. Maintenant, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est certainement un peu plus long que dans d'autres industries et ça prendra plus de temps puisqu'à chaque étape, il y a des enjeux de réglementation et puis qui paie. Et ça, c'est toujours des questions de business model aussi derrière. Je vais faire un commentaire parce que je discutais avec un patron d'hôpital qui me disait, on parlait de digital, programmation, déprogrammation, ça vous parle pendant la crise de Covid. Il n'y avait pas d'outils pour programmer, déprogrammer. C'était du tableau Excel. Alors, on entend aussi beaucoup parler de robotique dans tous les autres secteurs, robotique dans la production, robotique dans la distribution, robotique dans la supply chain, robotique partout. On peut se demander si dans le secteur de la santé, alors dans le manufacturing de la santé ou dans l'offre de soins, la place de la robotique se développe aussi rapidement qu'ailleurs. Et donc, on aurait voulu avoir votre avis. Peut-être, Laurence, on reste sur vous. Alors, là, j'allais dire, je vais peut-être prendre mes deux casquettes, mon métier d'avant, mon métier de maintenant. Déjà, quand on pense robotique, je pense que, et j'aime bien faire le lien avec études cliniques dont vous parliez tout à l'heure. On a beaucoup parlé de robotique jusqu'à présent sur la capacité de certaines sociétés à avoir le meilleur marketing pour vendre leurs robots. Excusez-moi, je suis toujours un peu directe. Je pense qu'il faut qu'on s'assure que ça apporte quelque chose aux patients et donc qu'on fasse de vraies études cliniques. Et je suis certaine que vous n'allez pas me contredire. C'est ce qui, à mon avis, a beaucoup perturbé la vision qu'on a du robot. Parce que est-ce que ça sert aux patients ou est-ce que ça sert à faire briller le docteur ou le centre ? Après, personnellement, je pense que oui, ça peut apporter, et ça peut apporter beaucoup aux patients.
je vais vous prendre des exemples très simples, comment on fait des incisions plus petites, comment on opère plus vite, comment on se fait aider à distance par de très grands professeurs qui savent faire des choses où on ne saurait pas le faire dans un centre. Donc oui, il y a un intérêt à la robotique, c'est très lent, parce qu'on a beaucoup de mal à mettre en valeur la valeur économique, en fait. Donc je pense que c'est sur cet axe qu'il faut travailler, toujours en pensant aux patients, et puis en pensant aussi qu'on est dans un pays où on pense que le docteur, quelque part, souvent, le chirurgien, il est un petit peu Dieu, alors qu'avec le robot, ça demande presque à partager un peu la valeur de cet acte. Donc je pense qu'il y a tout un travail mental, psychologique à faire pour que la robotique puisse vraiment se développer et surtout faire des études cliniques pour qu'on ne reste pas sur le marketing et pour avoir après, j'allais dire, un rapport qualité-prix qui soit sain. Et puis en France, on a une particularité aussi, parce que on parlait de Grenoble, donc en termes de robotique, il y a pas mal d'exemples. C'est qu'on soit capable de les produire en France et de les diffuser en France aussi. Ça, c'est aussi un axe très important pour que ça puisse avancer. Je me permets de compléter. Il y a un point qui est important, là encore, c'est le financement. Il y a le dernier grand succès, on va dire, robotique qui vient des États-Unis. C'est une société qui a à peu près 20 ans qui s'appelle Intuitive Surgical et qui a fait ce robot Da Vinci. Da Vinci qui est un robot surtout qui a révolutionné l'opération du cancer de la prostate. Bon, le premier, je crois qu'il est arrivé à l'hôpital américain de Neuilly. C'est quand même 2 millions de dollars la pièce. Donc, vous voyez que on y réfléchit quelques fois avant de le prendre. Mais il y a un aspect de coût de développement. Cette société elle a mis 1 milliard sur la table avant d'arriver donc c'est des capex qui sont beaucoup plus importants qu'un produit traditionnel. Donc voilà peut-être un élément de frein sur lequel il faut qu'on travaille pour libérer plus de capitaux pour développer ces robots. L'avènement on parlait du digital, tous ces robots sont des robots assistés, donc il y a tout aussi la programmation, la planification de l'opération, et ça c'est des formes de GPS, si je fais simple, qui permettent aussi plus de précision, plus de sécurité. Et donc là, je pense que le digital va aussi beaucoup apporter. Et puis je terminerai par un point, c'est la logistique, puisque vous abordiez les aspects de logistique, c'est qu'un robot, il va aller transformer un peu le post-opératoire. Donc, on va dire que la salle d'opération, il va falloir l'adapter, il va falloir changer les pratiques, former. Et donc, c'est pas du plug and play, c'est pas une boîte de médicaments qui arrive dans une pharmacie. Ça va demander des adaptations et ça peut aussi expliquer pourquoi l'accès au marché est donc plus compliqué, plus risqué et qu'il y a peut-être un peu moins de développement qu'ailleurs. Merci beaucoup. Laurence, il y a un sujet dont vous voulez parler, je pense que c'est un sujet qu'on peut retrouver dans toutes les tables rondes d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Vous participez au consortium iDream, qui est là pour développer, industrialiser toutes les technologies autour de l'imagerie médicale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet et de vos partenaires aussi ? Alors, je pense que ce qui est à noter pour iDream, c'est que c'est un projet français. C'est vraiment issu de General Electric Healthcare France, qui a mis en place un consortium et qui est devenu un projet global. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir une idée qui arrive à vraiment grandir et arriver jusqu'au global. C'est jamais évident parce que les Français ne sont pas toujours très très bien vus quand même par nos corporates. L'idée d'iDream, c'est comment est-ce qu'on peut aider des startups à accélérer en fait leur projet d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment comment travailler ensemble sur une plateforme où on va être capable de partager nos données pour que les startups qui en ont besoin puissent les utiliser et accélérer leurs projets qu'ils vont mener. Et ça, c'est un point très important parce qu'on est dans la Startup Nation, donc là, je suis sûre que mon voisin de gauche pourra en parler. Et c'est très bien la startup, mais si on n'est pas capable de faire grandir les projets, en fait, de les utiliser, de les intégrer dans d'autres projets, ça ne sert presque à rien, en fait, puisqu'on ne sera pas capable de diffuser, en fait, ces solutions techniques. Donc, iDream, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on travaille ensemble, tous ensemble, et comment est-ce qu'on aide des plus petites sociétés à mettre très rapidement des innovations sur le marché, toujours au profit du patient.
Alors, puisqu'on parle d'accès au marché et de diffuser son innovation, peut-être, Odile, vous pouvez nous raconter votre vécu sur les difficultés que vous avez eues, alors même que votre société est un des leaders du point de vue technologique dans l'imagerie par fluorescence, et des difficultés pour accéder au marché français, et peut-être particulièrement au marché français vis-à-vis des autres marchés. Oui, alors ça remonte à il y a déjà quelques années, mais ça reste vrai aujourd'hui. Juste une petite anecdote, je ne donnerai pas trop de noms, mais on est un des leaders sur le marché de la chirurgie de la thyroïde avec notre système. On a prêté un système, dès qu'on a obtenu le CE médical, il y a à peu près 3 ans, à un des leaders français qu'on a approché, qui a été séduit, qui a dit oui, prêtez-le-moi. Il l'a depuis 3 ans. On lui fournit les housses gratuitement pour s'en servir. Et au bout d'un an, il me dit ouais, c'est vraiment génial, je vais demander le budget parce que je le veux vraiment. Donc il portait, soutenait tout. J'ai reçu la commande aujourd'hui. Avant de rentrer, j'avais la commande. On parle de 80 000 €, c'est pas rien. 3 ans. 3 ans de prêt gratuit. Alors c'était à Lyon. Je ne cite pas de nom, mais voilà. Et on s'aime beaucoup et tout, mais c'est ça la réalité. Donc ça veut dire que nous, on s'est déplacés, on est allé le supporter. Il a parlé pour nous, il a fait des congrès. Il était le premier séduit et le premier à dire c'est vraiment génial et je démontre que j'ai des taux de complications qui baissent. 3 ans pour obtenir son budget. C'est ça la réalité. Personne n'a fauté, personne. Voilà, dès le début, on savait qu'on allait signer. 3 ans. Faut tenir, hein. Bon. La vraie différence avec les US, par exemple, quand on a un innovateur qui s'intéresse à ça, d'abord, le système de santé est différent parce qu'il y a beaucoup plus d'hôpitaux privés aux US et qu'il y a de la compète. Donc, ils ont de l'innovation, ils font venir du patient. Ils affichent ça. Hein. Un des premiers systèmes qu'on a vendu, là, c'était sur une autre chirurgie. La semaine qui suivait l'installation du système, le chirurgien faisait une émission de télé avec sa patiente qu'il avait opérée et qui témoignait comme c'était génial qu'il ait pu utiliser notre techno. Alors nous, on n'en revenait pas parce que quand on essayait d'aller à l'hôpital pour faire témoigner des chirurgiens qui s'en servaient, ils disaient oui, madame, alors venez, vous pouvez faire venir... comment il s'appelle, Simès, hein, voilà. Mais alors vous êtes planqué dans un coin, votre nom n'apparaîtra pas et on parle ni du nom du produit ni du nom de la société. En France, dans un hôpital parisien, c'est génial, mais là-bas, eh bien, c'était Fluobim, Fluoptics, etc. Et personne ne nous connaissait, mais ils parlaient à la télé. Bon, c'est la vraie différence entre les deux marchés, il faut faire avec. Je passe sous silence le remboursement, parce que alors là, on est encore sur un long fleuve tranquille, hein, on a juste demandé, parce qu'effectivement, et en particulier les investisseurs, hein, disent « Mais alors, il est remboursé, votre acte ?» Bon, et ça fait 10 ans hein, qu'on le fait. On dit « Non, on n'avait même pas encore mis ça dans notre chemin, parce qu'on sait que c'est tellement long qu'on fait autre chose avant, hein, et entre autres, on a essayé de générer du chiffre d'affaires. Et là, on démarre. Cette année, on va dire, on va aller consulter la HAS pour dire « Est-ce que notre truc-là, qui démontre qu'on peut baisser les complications, ne pourrait pas être remboursé ?» On démarre juste. Parce qu'on n'y croyait tellement pas qu'on n'a même pas voulu perdre de temps à faire les actions avant. C'est ça, l'accès au marché français. Et je ne le critique pas, je vous donne que des faits. Non, mais on ne peut pas le critiquer. C'est factuel, c'est juste comme ça. Je défends la HS. Merci. C'est la même question. Enfin, oui, en fait, c'est une bonne transition. Donc, on a parlé un peu des obstacles côté start-up sur l'innovation, l'adoption des nouvelles technologies. Ce serait intéressant d'avoir la vision aussi d'un grand groupe comme le groupe Mérieux, qui est présent dans toutes les régions du monde, sur les sujets de diagnostic, d'immunothérapie. Quels sont les obstacles que vous rencontrez en fait, fréquemment ? En fait, c'est les mêmes. La différence, c'est qu'on a les poches un peu plus profondes, mais c'est les mêmes, exactement. Donc les deux points durs, c'est la partie, comme vous l'avez dit, approbation réglementaire, et ça dépend des pays. Et ça prend beaucoup de temps. En France, c'est typiquement, 18 mois. Et la partie, et quand on l'obtient. Et derrière, ça recommence parce qu'il faut, comme les produits de santé sont remboursés par un payeur public ou privé, le remboursement, c'est aussi compliqué, et là, c'est encore quelques années. Et c'est encore plus compliqué que ça parce que là, on parle d'innovation. C'est-à-dire que les nouveaux produits à base notamment de digital, ça ne rentre pas dans les cases du tout, quoi. Et en particulier en France. Malheureusement, on va critiquer un peu le système. Je crois que c'est factuel.
Aux États-Unis, la FDA a senti ça vraiment en avance de phase. Donc, ils ont préparé le terrain avec des mécanismes qui facilitent la mise sur le marché de produits innovants, y compris des modes de remboursement qui sont en avance de phase, avant l'approbation. Donc, ils vont garantir 4 ans de remboursement à un produit de santé innovant. Et ça, c'est super pour le patient, si ça marche, et c'est super pour l'économie. Hein, d'accord. En Allemagne, ils ont mis sur pied une nouvelle loi qui s'appelle Digital, en allemand, je ne sais plus comment on dit, mais c'est une Digital Health Act qui dit, voilà, pour le produit innovant numérique, vous avez 1 an de remboursement et après on va. En France, les gens y pensent. Hein, je ne veux pas taper sur les gens de notre tutelle, mais c'est extrêmement compliqué parce que on a toute une série d'officines, d'entités qui se renvoient la balle et qui chacun dans leur prérogative. Il y a un symptôme très marrant, c'est qu'il y a un rapport de l'HS, typiquement il y a un glossaire à la fin avec les acronymes. Je ne parle pas des acronymes médicaux, hein, je ne parle pas de la PCR, je ne sais pas quoi. C'est juste les différentes... Il y a une liste de 100 acronymes. C'est juste ingérable, quoi. Donc la première chose à faire, ça serait de simplifier le système. Et pourtant, dedans, il y a des gens qui ont de la valeur, qui ont compris ça, mais ils n'arrivent pas à le mettre en marche, quoi. Et puis au-delà de ça, donc si on regarde un peu dans le futur, on en est, et ça c'est vrai dans tous les pays du monde, encore à des systèmes où on rembourse à l'acte. C'est-à-dire c'est vraiment le patient, il fait une série d'actes, les actes sont indépendants les uns des autres, ils peuvent être redondants, on s'en fout. Donc ça c'est pas du tout efficace. Ce qu'on essaye de faire avec les tutelles, hein, c'est de promouvoir le remboursement au parcours, c'est-à-dire qu'on optimise l'ensemble du parcours de la prévention jusqu'à la guérison. Ça veut dire beaucoup de data forcément derrière, et ça veut dire un changement de paradigme complet, c'est-à-dire qu'on accepte que certains produits de santé seront remboursés plus cher au bénéfice du parcours. Mais vous imaginez un peu le changement de... Donc c'est vers quoi il faut aller. Donc on essaye de travailler ça dans les instances qui vont bien. Donc Cédric a cité le CSF, c'est le quotidien. Une bonne vitrine pour ça, mais ça va prendre du temps. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine question autour du risque de voir apparaître une médecine à 2 vitesses. On parlait... il y a plus de 20 ans de la fracture numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, autour des sujets d'innovation dans le domaine de la santé, il y a un risque de voir apparaître une médecine à 2 vitesses entre les différentes régions du monde, à l'intérieur même d'une région ou d'une population? Est-ce que l'innovation dans la santé risque d'exclure certains patients ou à l'inverse de rapprocher, de permettre l'accès aux soins à des populations qui n'auraient pas eu accès sinon? Je pense que Guy et notamment Laurence, vous êtes assez actifs sur les sujets d'innovation dans d'autres régions du monde. Ce serait intéressant d'avoir votre perspective là-dessus. Alors, déjà, il faut toujours rappeler, de mon point de vue, hein, une innovation, elle doit servir aux patients. Et on parle souvent d'années supplémentaires, mais pareil en bonne santé, hein, parce que ce qui a un intérêt à vivre très très mal, ce qui est le cas hein, quand même en ce moment, je peux rappeler les statistiques, plus longtemps mais moins bien. Je pense qu'il y a... Moi, j'ai pas de doute sur le fait que l'innovation, en fait, elle va bien sûr servir aux patients, mais il faut prendre en compte des grandes différences. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, dont je gère, si on prend l'Afrique du Nord, c'est assez similaire à chez nous. Alors, quelquefois, il y a un peu moins de budget, donc il va y avoir des machines un peu moins technologiques. Est-ce que les patients seront moins bien traités? Sincèrement, je ne le pense pas. Par contre, en effet, est-ce qu'on fait autant de... Je vais prendre des exemples parce que c'est ce qui parle le plus. Est-ce qu'on fait autant de dépistage du sein, par exemple, dans les pays d'Afrique du Nord? Non. Donc, c'est pas l'innovation là qui fait qu'il y aura moins de chances pour les patients, c'est les programmes qui sont mis en place. Par contre, il y a certains pays où il n'y a pas de route. Donc, en effet, on peut avoir la meilleure innovation qui soit dans un centre, le plus beau PET scan. S'il n'y a pas de route pour aller jusqu'au PET scan, ça ne sert à rien. Donc là, oui, ça va être un peu discriminant. Mais c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Je pense que l'innovation technique, oui, mais l'innovation organisationnelle et la prise en charge, elle est vraiment très importante pour qu'on puisse justement pas avoir cette médecine à 2 vitesses. Après, quand on parle de médecine à 2 vitesses, quelquefois, ça peut arriver dans notre propre pays. Et là, je vais prendre un exemple de mon ancienne vie. Hein. Un produit qui n'est pas remboursé, puisqu'on est quand même, on disait 18 mois, et 18 mois, on est quand même très optimiste en France. Hein. Moi, j'ai des dossiers dans mon ancienne vie qui ont mis 10 ans ou 11 ans pour avoir le remboursement. Voilà. Donc là, ça crée évidemment une différence, puisqu'il y a ceux qui ont les moyens d'y accéder et ceux qui n'y ont pas. Et puis dans le parcours de soins aussi en France, hein, on va avoir des différences, et on le sait bien, on ne vit pas mieux et plus âgé, ça dépend du quartier et de la ville où on habite. Peut-être maintenant on peut aussi parler d'éducation.
Certains tentent à dire que pour déployer vraiment de grande envergure une nouvelle technologie, il faut le faire avec la génération d'après des médicales et attendre que les précédents partent à la retraite avec l'ancienne technologie. Bon, c'est un peu caricatural, mais quel est votre point de vue sur les éventuelles améliorations du système d'éducation des professionnels de la santé qu'on pourrait imaginer mettre en place? Alors c'est une vaste question, mais une question très importante et que je mettrais même derrière l'importance de générer et d'attirer des talents. On parle beaucoup autour de cette belle journée de technologie, de data, d'intelligence artificielle, mais après tout, derrière, c'est la capacité d'avoir les bonnes personnes, les bons talents qui vont nous permettre de gagner la course à l'innovation. Et c'est vrai que un des enjeux pour nous, investisseurs, c'est de donner les conditions et de faire en sorte, effectivement, que nos équipes managériales, nos conseils d'administration sont dotés des meilleures expertises. Et il faut bien reconnaître que souvent, on parlait tout à l'heure là des États-Unis ou même maintenant de l'Asie où ça va très très vite. Les gens qui ont vu le film une fois, deux fois, ou qui se sont déjà pris les pieds dans le tapis, qui ont fait des erreurs, c'est toujours très très intéressant. Eh ben, ils sont pas forcément, ou qui ont eu des très gros succès, on les trouve pas forcément au coin de la rue ou dans notre quartier. Donc il faut aller les chercher à l'extérieur, les attirer. Donc ça, c'est déjà un premier enjeu. Et puis, bien évidemment, sur un long terme, il y a des logiques d'éducation, de filières à mettre en place. Donc il y a des initiatives au niveau européen type Erasmus, de Biotech School, en France de campus digital. Il y a le mot cluster qui pendant le Covid n'avait pas été très bien vu, mais en fait c'est très très bien les clusters. C'est réunir les talents à un même endroit pour faire foisonner les bonnes idées, les synergies. Et donc c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place. Et donc au niveau éducatif, eh bien dans toutes les écoles de médecine ou autres, il faut savoir aussi peut-être adapter le programme dans les troncs communs, faire des masters spécialisés. Nous, à titre d'exemple, chez Sofinnova, tous les analystes associates sont des gens qui ont des PhD, des doctorats, donc ont vraiment fait 10 ans, 12 ans de médecine, des thèses. Et pour autant, sur certains sujets, je vous parlais du sujet de la bioproduction ou certaines choses, sur certains sujets, sont déjà un peu dépassés. Ils avouent que c'est compliqué de suivre. Donc on fait appel aux key opinion leaders, comme on dit, à tous ces gens-là. Mais donc ça veut dire que oui, il faut accompagner cette innovation, il faut l'anticiper. Et puis à court terme, dans l'intervalle, si les talents, on les a pas forcément sur notre sol, il faut être en mesure de se donner les conditions de pouvoir les attirer chez nous, dans nos entreprises. Et ça, c'est un enjeu et un défi, je peux vous dire, de chaque jour pour un fonds comme le nôtre dans nos sociétés. Commentaire, les data scientists, par exemple, là, on a parlé d'intelligence artificielle, de data. Le data scientist, il est rare quand on en a besoin. Très rare et très cher. Moi, je vais juste illustrer par deux exemples très différents. Je vais encore parler des États-Unis, parce que c'est quand même un secteur de la santé qui est vraiment différent du nôtre. On a un grand leader qui travaille avec notre produit sur la thyroïde, à qui on a prêté le système aussi, il ne l'a pas encore acheté. Ça fait partie de notre lot quotidien de toute façon, donc on s'habitue à force. On n'a pas les mêmes poches que Mérieux, mais on y arrive quand même. Ou que G, bien entendu, il n'y a pas de problème. Et j'ai eu la semaine dernière un mail en entrant qui me dit, j'étais fellowship, donc c'est un élève, mais un élève déjà très avancé, de tel professeur, qui utilise votre système pour opérer de la thyroïde. Je prends un poste dans tel hôpital et je veux votre système. Bon, moi, ça, je trouve génial, parce que ça veut dire que les professeurs qui ont aussi aux États-Unis le rôle d'éducation, de recherche et d'éducation, en plus de leur rôle de clinique, eh bien, ils passent ce message-là et ils mettent les technos dans les mains de leurs apprentis, entre guillemets, fellowship. Voilà. Ça, je n'ai jamais eu une entrée comme ça en Europe. Jamais. Un chirurgien qui prend un poste ailleurs qui me dit « j'ai utilisé votre techno là-bas, j'aimerais bien ». Pas encore. Ça va venir, mais pas encore. Ça, c'est le premier exemple de l'éducation. L'autre exemple, il est très éloigné, et je suis sûre que
que Guy va me piquer l'idée, mais c'est pas grave. Nous, on constate que pour les praticiens, donc en chirurgien, il a sa pratique, il a l'habitude de travailler et c'est pas si facile de changer sa pratique quand on a un geste, etc. Et quand on amène une nouvelle techno, il ne suffit pas de continuer de faire comme on fait d'habitude et on intègre la techno. Ah bah tiens, je vois un peu mieux. Non. Quelquefois, il faut remettre en cause sa pratique pour vraiment bénéficier de l'apport de la techno. Mais c'est compliqué. Et du coup, on constate, nous, que l'adoption de notre nouvelle techno, elle n'est pas si aisée, parce qu'en fait, ils disent « Ah ouais, bah, je vois, super, c'est bien, mais tes résultats, ouais, bah, ils ne sont pas meilleurs. » Ben, normal, parce que tu ne te sers pas assez. Et donc, notre sujet, c'est de dire comment on peut améliorer l'adoption de notre pratique chez les chirurgiens. Vaste sujet. Eh bien, on a décidé, nous, d'aller vers un domaine qui n'est pas du tout le nôtre. Nous, on a des physiciens, des opticiens, des chimistes, des biologues. On va dans les sciences cognitives. Voilà. Et donc, on prend un thésard de sciences cognitives pour lui dire, tu dois nous aider à comprendre comment ça marche la tête d'un chirurgien, je schématise, pour que demain, on ait des méthodes d'apprentissage aux chirurgiens à comment utiliser notre techno pour qu'il l'adopte et qu'il l'adopte dans la modification de son geste pour qu'il constate le premier des améliorations très significatives de ses résultats. Bon, ça c'est de l'éducation. Et quand j'ai rencontré ce jeune, il est ravi, il avait des yeux comme ça, parce qu'il fait donc sciences cognitives. Et je dis, et c'est quoi le métier que tu vas faire derrière? Eh ben, malheureusement, dans ces universités, ils ne savent pas où ils les mènent, ces gars-là. Donc je lui dis, ben, écoute, si tu as réussi avec nous, tu ouvres tout le marché de la santé et tu verras que demain, les grands de ce domaine-là, ils vont être aussi intéressés par ces démarches d'intégrer les sciences cognitives dans la façon de développer leurs outils. Vous avez le droit de piquer. Merci Odile. Dans le marché de la santé, et ce sera une question pour vous Alain, dans le marché de la santé, en fait, on est dans le paradoxe où du côté de l'offre, c'est une offre complètement mondiale avec une concurrence entre les équipes aux quatre coins du monde. Et puis du point de vue accès au marché, du fait que dans beaucoup de pays, les organisations des prestataires de soins et du fait du remboursement qui est un choix national, la demande est très très fragmentée et très très nationale. Et donc comment est-ce qu'on s'organise dans une grande maison comme la vôtre pour joindre les deux bouts entre la mondialisation de l'offre et puis finalement la fragmentation de l'accès au marché? C'est un peu lié à la question de tout à l'heure sur la médecine à 2 vitesses, ou à je ne sais pas combien de vitesses, peut-être 10 vitesses. Moi je pense qu'il y a vraiment des différences énormes entre les pays. Si un jour vous avez la chance ou la malchance de visiter, je sais pas, un hôpital indien, par exemple, ça c'est vraiment une leçon de vie incroyable. On parle de Covid, donc on est assez bien lotis, on a des vaccins, on a des gens qui nous soignent quand même. Vous pensez à la tuberculose, ça fait 50 ans que c'est comme ça. Il y a 1,6 million de morts tous les ans de la tuberculose et on n'arrive pas à régler ce problème parce que les tests sont trop chers et $10 c'est trop cher. Donc le tableau quand même de la santé mondiale n'est pas si rose que ça. Pour cette question, évidemment, c'est une conséquence. La seule façon qu'on a trouvé, nous, c'est qu'on essaie de développer des produits qui soient les plus génériques possibles, sinon c'est hors de commercialement, ça ne tient pas la route, quoi. Mais ça reste compliqué pour certains pays, ça reste trop cher, donc il faut attendre que le produit soit vraiment amorti pour le faire. Et surtout, il faut une présence locale extrêmement forte, ancrée depuis très longtemps. Par exemple, en Chine, Alain Marius cite souvent le fait qu'il est en Chine depuis qu'il est tout petit, quoi, depuis 35 ans. Quoi. Donc c'est vraiment tissé avec la communauté médicale locale des liens profonds. Et donc ça prend beaucoup de temps. Mais il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, à un moment, la vérité des prix et des systèmes de santé vous rattrape et des fois, c'est pas possible. D'où l'importance aussi, je pense que J fait la même chose, de relations très étroites avec les grandes fondations comme Gates ou des choses comme ça, ou LMS, qui perfusent un petit peu, disons, ce genre de solutions. Mais ça reste des solutions, disons, imparfaites. Voilà. Donc, il y a du champ, mais c'est compliqué. On n'a pas de solution miracle. Merci beaucoup. On m'entend ? Merci beaucoup. C'était super intéressant. On va peut-être prendre 2 minutes pour prendre des questions dans le public. Merci. Alors, une question... Pas très axé santé, pardon, plus axé financement. Et donc, pour Cédric, vous avez levé chez Sofinnova avec toi un fonds crossover.
2 questions par rapport à c'est un immense succès et aussi un modèle pionnier dans le financement de la tech en Europe. C'est des modèles qui existent beaucoup aux États-Unis, mais peut-être moins en Europe. Alors, première question, comment tu as surmonté le syndrome First Time Team, First Time Fund? Et deuxième question, est-ce qu'il n'en faudrait pas d'autres en Europe? Dans d'autres domaines, d'ailleurs, éventuellement que la santé. Alors, merci pour la question. Alors, en fait, c'est bien parce que il y a plein qui ne me connaissent pas ici. J'ai commencé par faire 10 ans d'analyse financière, 10 ans de banque d'affaires. Et effectivement, j'ai eu cette opportunité de rentrer dans le milieu de l'investissement. Et on m'a dit, bon, bah voilà, faut lever des fonds. Je dis, oui, d'accord, lever des fonds, c'est ce que je fais depuis 10, 15, 20 ans. Ouais, je sais faire, pas de problème, on y va. Et en fait, oui, First Time Team, First Time Fund, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Ça me fait penser, vous savez, vous sortez de votre université avec le beau diplôme et puis vous cherchez vos premiers contrats professionnels et puis on dit, bon, bah, pour les débutants, il faut à minimum 3 ans d'expérience. Et vous dites, mais moi, je joue quand, en fait? Quand est-ce que j'ai ma place? Ben là, c'est un peu la même chose. Donc, c'est-à-dire que il y a à peu près la moitié pour pas dire plus, des institutionnels, hein, qui prennent pas de meeting. Et puis, bah, après, faut être un peu créatif, faut être résilient, et on finit par effectivement y arriver. Mais ça a été un long processus. Alors, c'est à peu près le best case scénario de l'AMM. Moi, ça a pris 18 mois, donc ça a été quand même long et assez dur. Alors, ce qui est intéressant néanmoins, et c'est partie de la deuxième question, c'est de voir les évolutions. Donc, on dit toujours que timing is key, donc vraiment le timing c'est très important. On était peut-être un peu trop en amont de phase il y a 5-6 ans quand on parlait de l'importance du développement, du growth, c'était super les startups, mais que le scale-up c'était aussi important et qu'on manquait de capitaux pour faire grandir nos entreprises, qu'on manquait d'équipes dédiées. Eh bien, on avait peut-être un peu moins d'écoute qu'aujourd'hui, où effectivement ça devient vraiment un sujet important, pertinent, même au niveau des pouvoirs publics, au niveau européen, où on a réalisé que c'était un petit peu dommage de créer des sociétés, de les fonder, de les mettre sur des rails, et puis qu'après, eh ben, en fait, quand on comptait nos licornes, on n'en avait pas beaucoup. Pourquoi? Bah, elles avaient été rachetées par un Chinois ou un Américain parce qu'il n'y avait plus de financement pour accompagner. Donc voilà, on participe un petit peu à ça et on est très content de voir des initiatives à l'échelle européenne qui nous suivent dans notre secteur, mais comme dans d'autres. Et je pense que ça va vraiment participer à créer des champions de demain. Donc voilà, pas de secret sauce, de l'abnégation et puis un peu de courage et puis on finit par y arriver, quoi. Quelqu'un veut poser une dernière question avant qu'on clôture cette table ronde? Apparemment non. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un programme encore qui nous attend, une autre conférence. Donc, je vais clôturer cette table ronde. Merci encore. Je crois que c'était...